La défense de la chasse nécessite une attention et une mobilisation de tous les instants. En effet, tous les ans, de nouveaux projets ou réglementations menacent nos pratiques. Interdiction de la chasse le dimanche, diminution de la liste des espèces chassables, protection des espaces, bien-être animal, régulation des prédateurs, détention d'armes, interdiction du plomb, gouvernance de la nature, commercialisation des chiots qui ne sont pas inscrits au LOF. Loi sur la biodiversité. Toujours en débat au Parlement, elle nous inquiète sur bien des points, car elle comprend un volet chasse significatif. Sur la création, le rôle et le financement de l'Agence française de la biodiversité, AFB, à laquelle serait rattachée la police administrative de l'ONCFS, la police judiciaire restant à l'ONCFS, une séparation qui, si elle se confirme, annoncerait la disparition prochaine de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et oui, il faut bien financer la future agence, et l'argent des chasseurs, après celui des pêcheurs, n'a pas d'odeur, même pour les écolos. Une agence radicalisée avant même d'être créée, parrainée par Hubert Reeves, ancien président du Rassemblement des opposants à la chasse, le ROC, association pudiquement rebaptisée Humanité et Biodiversité. Elle sera dirigée par Christophe Aubel, son ancien directeur. Encore une provocation à l'égard des chasseurs. Que ferait l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans une officine anti-chasse? Elle nous inquiète sur la place des chasseurs dans la gouvernance de la nature, quasi-monopole des protecteurs. Sur la création d'un permis de détruire la nature basé sur la compensation écologique et calqué sur le principe du droit à polluer. Un nouveau business très lucratif qui n'a pas prouvé depuis 20 ans son efficacité écologique aux États-Unis. Une privatisation de la nature qui légalise et banalise les atteintes au milieu naturel. Elle nous inquiète également sur la disparition de la notion de nuisible. La régulation des prédateurs risque d'être limitée, voire interdite, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour la survie de la petite faune sauvage. D'où la réapparition du concept piégeage, mode de chasse, dont nous ne voulons pas. Nous risquons de perdre sur le plan réglementaire ce que nous avions difficilement gagné sur le plan juridique grâce à nos recours successifs. Notre ministre de tutelle a d'ailleurs déjà anticipé en s'affranchissant des décisions de la plus haute juridiction administrative. Elle n'a en effet classé le putois nuisible que sur 79 communes, contrairement à l'arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2014 préconisant un classement sur tout le département. Surprenant dans un État dit de droit. Nous avons donc à nouveau saisi le Conseil d'État en demandant le classement nuisible du putois, mais aussi celui de la Marthe, de la Belette, sur l'ensemble du département. Je remercie le syndicat départemental de la propriété privée rurale, la coordination rurale 44, la FDG Don, l'ADERP, l'ADDP, l'association départementale des ACCA et l'association départementale des gardes de chasse particuliers qui se sont associés à ce recours. D'autres structures peuvent nous rejoindre si elles le souhaitent. Elles seront les bienvenues. Concernant le projet de loi, nous avons bien entendu sollicité les parlementaires et émis des propositions argumentées. Les sénateurs ont bien amélioré ce projet en première lecture et supprimé la plupart des amendements anti-chasse, introduits par nos amis verts et leurs amis, effectivement. Par exemple, celui interdisant la chasse à la glu, chasse traditionnelle du Sud-Est, jugée sélective par la Cour de justice du Luxembourg, est donc compatible avec la directive oiseaux. Mesure adoptée à l'Assemblée nationale par 8 voix contre 5. Est-il normal que 8 députés sur 577 décident du mode de vie de milliers de personnes? Ne faudrait-il pas instaurer au Parlement un quorum
pour éviter qu'une dizaine de farfelus profitent d'un absentéisme record pour nuire à une catégorie de citoyens. Depuis, le texte a évolué favorablement, et je m'en réjouis, pour nos collègues du Sud-Est. Comme je me félicite de la sauvegarde des ACCA, garante de la chasse populaire, qui était menacée de disparition suite à la fusion des communes. Mais hormis ces 2 points positifs, l'Assemblée nationale a détricoté la plupart des avancées portées par le Sénat. Faut-il y voir la conséquence de la nomination d'une anti-chasse au secrétariat d'État à la biodiversité, autre signal très négatif envoyé à la ruralité. Nous regrettons notamment la suppression de l'action de groupe en matière environnementale, l'impossibilité pour les gardes particuliers de saisir les objets ayant servi à commettre l'infraction, le refus de rétablir le même délai d'envoi des procédures pour les gardes particuliers comme les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés des mêmes missions de la chasse, le refus de proroger le schéma départemental de gestion cynégétique échu jusqu'à approbation du nouveau schéma afin d'éviter un vide juridique générateur de conflits de terrain. Nous avons proposé des amendements sur ces 2 derniers points. Nous comptons sur la sagesse du Sénat pour les réintroduire. Il ne coûte rien, tombe sur le sens et nous simplifierait la vie. En ce qui concerne le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, grâce à de nombreuses interventions, l'État ne ponctionnera pas, comme initialement prévu par le projet de loi des finances, 1 million d'euros sur les redevances payées par les chasseurs et encaissées par l'ONCFS lors de la validation du permis. Là aussi, il faut racler les fonds de tiroir pour financer la future Agence française de la biodiversité. Interdiction de chasser le dimanche. Ce serait la fin de la chasse populaire, de l'entretien de la gestion de la nature. Les propriétaires, locataires et détenteurs de droits de chasse devraient, c'est un comble, céder la place pour des pseudo-raisons de sécurité à ceux qui n'ont aucun droit, alors que la cohabitation entre chasseurs et non-chasseurs ne pose pas de problème particulier. Protection des espaces. Projet de réserve naturelle nationale de l'Estuaire. Ségolène Royal vient de relancer ce projet dont sur le terrain personne ne veut, y compris les élus. Sa gestion est promise à la LPO qui souhaite gérer la plus grande réserve nationale de France. Nous sommes surpris de cette relance, ce projet nous apparaissant comme une mesure compensatoire à l'aéroport Notre-Dame-de-Landes et au comblement de la vasière de Méan. 2 dossiers au point mort, donc rien de presse. Nous souhaitons maintenir dans l'estuaire une chasse populaire et éviter la création de nouveaux réservoirs à sangliers dont les dégâts restent à la seule charge des chasseurs. Bruno Retailleau, président du Conseil régional, a déclaré récemment ne pas être favorable à ce projet et préférer d'autres solutions comme un parc régional naturel par exemple. Quant à Gérard Larcher, président du Sénat, qui définit les chasseurs comme les baromètres de l'écosystème, il ne comprend pas que Paris intervienne dans un projet régional, voire départemental. Nous demandons, avec le collectif 44 des Racines et des Hommes, représentant toutes les composantes de la ruralité, le retrait de ce projet inutile. L'Estuaire, site classé, étant déjà protégé au titre des directives oiseaux et habitat. Réserve de Pierre Rouge. L'arrêté d'extension de la réserve de Pierre Rouge a été pris le 19 août 2015, après une consultation électronique en plein été, sans tenir aucun compte des propositions des sauvaginiers. Le Conservatoire du littoral n'a toujours pas daigné répondre aux propositions alternatives que nous avions formulées avec le syndicat Basse-Loire Nord et l'ADCGLA. Nous avons donc, avec le syndicat Basse-Loire Nord directement concerné et l'ADCGLA, proposé un recours gracieux auprès du préfet. Ce dernier ayant été rejeté, nous avons déposé un recours devant le tribunal administratif. Cette nouvelle réserve devrait permettre au grand public
d'observer les oies depuis l'observatoire de Lavaux, même si l'hiver, il y a très peu de curieux. Et depuis, si mes renseignements sont bons, l'observatoire a été fermé pour des raisons de sécurité. Un arrêté municipal a interdit l'accès car le bois est pourri. Vieuxreau. La décision du conseil départemental concernant la réouverture en 2016 de la chasse au gibier d'eau sur Vieuxreau a été validée le 21 avril en commission permanente. C'est une bonne nouvelle. Protection des espèces. Si rien ne change, les espèces suivantes ne devraient plus être chassables en 2018. Macreuse brune, chevalier gambette, arelle de Miquelon, milouin et courlis cendré. Quant au vanneau-houppé, à la barge rousse, à l'huître épi, au bécasso maubèche et à l'éder à duvet, ils seraient soumis à prélèvement maximum autorisé, PMA. D'où l'importance des études scientifiques menées par l'Institut Nord-Est Atlantique, ISNEA, que nous avons contribué à créer il y a 3 ans. De votre participation aux enquêtes, prélèvements et aux récoltes d'ailes, données indispensables à la gestion des espèces. Et si demain les sauvagiers écœurés raccrochent, qui entretiendra les zones humides? Par contre, aucune avancée pour la chasse des oies en février, bien qu'elle soit toujours massacrée et gazée aux Pays-Bas en raison des dégâts causés aux cultures. Enfin, notons que l'Union européenne a étendu la protection aux loups hybrides, encourageant ainsi la pollution génétique. La plupart des loups français proviennent en effet de lâchers d'animaux croisés avec des chiens. Détention d'armes. Sous le choc des attentats meurtriers, et souvent couvert de lutte contre le terrorisme, la Commission européenne souhaite durcir la réglementation, et notamment interdire la vente par correspondance et la détention du fusil semi-automatique. 3 coups. Sous prétexte qu'il ressemble à une arme automatique. Une fois de plus, la Commission se trompe de cible. Ce projet de réforme touche tous les chasseurs, mais aussi les tireurs sportifs et les collectionneurs, c'est-à-dire les détenteurs légaux d'armes. Pas sûr que les terroristes et truands déclarent leur Kalachnikov. Quant au plomb, son utilisation à terre est toujours sur la sellette au niveau européen. Vente de chiots non inscrits au LOF. Les nouvelles mesures très contraignantes applicables depuis début janvier touchent tous les propriétaires de chiennes non inscrites au LOF, livre des origines françaises, faisant une portée par an. Il s'agit d'un mauvais coup porté à la chasse, car elle pénalise les chasseurs éleveurs occasionnels. En effet, locaux aux normes, immatriculation auprès de la Chambre d'agriculture, TVA à 20% sont désormais obligatoires, sauf pour les chiennes inscrites. Sachant que 95% des chiens ne sont pas inscrits, cela va favoriser automatiquement la perte inestimable du capital génétique accumulé au fil des lignées. La disparition de nombreuses meutes alors que les dégâts de sangliers augmentent. La vente clandestine et par conséquence la dégradation de l'état sanitaire des animaux, ce qui va à l'encontre du but affiché. Nous espérons que notre fédération nationale, peu réactive pour l'instant, parviendra à faire modifier l'ordonnance du 7 octobre 2015 afin de traiter sur un plan d'égalité tous les chiens, qu'ils soient inscrits ou non. Simulateur de tir. Nous sommes fiers de cette réalisation initiée par Raymond Guillot, président d'honneur, et inaugurée le 1er avril par Gérard Larcher, président du Sénat. Je vous engage à le tester, à offrir un cadeau original et apprécié et à l'intégrer dans vos lots pour les tombolas. Jean-Marie Blum vous le présentera tout à l'heure. Ce simulateur de tir nouvelle génération complète avec son écran géant de 8 mètres sur 3 et ses multiples scènes de chasse la formation sécurité en battue. Agréé par le Comité international olympique, CIO, pour l'entraînement des tireurs de haut niveau, il présente de nombreux avantages. Aucune nuisance,
Pas de problème de sécurité, pas de recul. Tire dans les conditions de chasse avec son arme et son optique en toute sécurité toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Aucun laser pour une protection parfaite des yeux, aucun impact environnemental. Tout est réglable. Cible fixe, mobile, vitesse, trajectoire, distance de tir et différents scénarios, etc. Mais surtout, et c'est nouveau, la possibilité d'analyser son tir et donc de le corriger grâce aux conseils pertinents de nos deux animateurs, Jean-Marie Blum et Thierry Lemasson. En effet, le simulateur enregistre l'intégralité de la conséquence de tir, déplacement de l'arme, visée, tir et mouvement de l'arme après le tir. Notre objectif consiste à vulgariser la bonne utilisation des armes, à sécuriser au maximum l'action de chasse et donc à contribuer à la sécurité publique. À ce titre, comme à celui de la formation, nous espérons une aide. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci d'avance aux futurs parlementaires et partenaires, bien sûr. Enquête socio-économique. D'après une étude menée en 2015 par le Bureau d'information et de prévision économique, BIP, la filière chasse contribue au produit intérieur brut à hauteur de 2 milliards 100 millions d'euros. Jean Camus vous en a parlé tout à l'heure. Notre fédération nationale lance actuellement le deuxième volet de cette étude, portant sur la valorisation de la chasse française à travers ses services écosystémiques. Il s'agit de chiffrer la plus-value réelle apportée au territoire et au milieu naturel par nos actions. Nous venons de vous distribuer les objectifs de cette nouvelle enquête, d'où l'importance ne vous échappera pas. Nous vous transmettrons dès que possible le questionnaire en ligne via le Flash Info. Je compte sur vous pour y répondre et vous remercie d'avance de votre participation. Enfin, après l'Assemblée générale nationale des chasseurs de gibier d'eau, ONCGE, en 2015, nous accueillons le 4 juin à Nantes celle des chasseurs de bécassines, CICB. Tous les sauvaginiers intéressés y sont cordialement invités. Voici les principaux thèmes que je voulais aborder avec vous. Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre aux questions. Je vous remercie de votre écoute.